Le 15 juillet 1999, dans la paisible commune d'Annecy, en Haute-Savoie, la petite Manon Beaumont, âgée de 7 ans, disparaît mystérieusement du jardin familial alors qu'elle jouait seule par un après-midi d'été. Malgré une enquête approfondie menée par la gendarmerie, aucune trace de l'enfant ne sera retrouvée pendant 7 longues années. Puis, en avril 2006, son père Olivier Beaumont fait une découverte troublante dans ce même jardin. Une poupée enterrée contenant un message qui va bouleverser à jamais sa perception de cette disparition. Ce qu'il découvre dans cette poupée va révéler une vérité si dérangeante qu'elle remettra en question tout ce qu'il pensait savoir sur les personnes les plus proches de sa famille. Comment une fillette peut-elle disparaître sans laisser de traces dans un jardin clos? Et surtout, que contenait exactement cette poupée qui a transformé le désespoir d'un père en une terreur absolue? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Annecy, surnommée la Venise des Alpes, est une ville de près de 50 000 habitants située au bord du lac du même nom, dans le département de la Haute-Savoie. En 1989, cette commune paisible jouit d'une réputation de tranquillité et de sécurité qui attire de nombreuses familles. Les rues bordées de maisons traditionnelles savoyardes, avec leurs balcons fleuris et leurs toits d'ardoise, offrent un cadre de vie idyllique où il fait bon élever des enfants. Olivier Beaumont, alors âgé de 34 ans, travaille comme technicien dans une entreprise de maintenance industrielle d'Annecy-le-Vieux. C'est un homme discret, méticuleux dans son travail, qui a grandi dans la région et connaît pratiquement tous les recoins de la ville. Sa femme Claire, de 2 ans sa cadette, occupe un poste d'assistante administrative dans une école primaire du centre-ville. Le couple s'est installé en 1991 dans une maison de ville typiquement savoyarde, située dans le quartier résidentiel des Marquisats, non loin du lac. Leur fille unique, Manon, née le 3 mars 1992, est une fillette enjouée aux cheveux châtain clair et aux yeux verts pétillants. Elle fréquente l'école élémentaire du quartier où sa mère travaille et se distingue par sa curiosité naturelle et son goût pour les jeux solitaires dans le jardin familial. Manon adore particulièrement jouer avec ses poupées sous le grand tilleul qui ombrage une partie de leur terrain de 600 mètres carrés. La propriété des Beaumont, acquise grâce à un prêt sur 20 ans, comprend une maison de 120 mètres carrés sur 2 niveaux, entourée d'un jardin clos par une haie de thuya et un portail en fer forgé côté rue. Le terrain, légèrement en pente vers le fond, est aménagé avec une pelouse centrale, quelques massifs de fleurs que Claire entretient avec passion, et au fond, un petit abri de jardin où Olivier range ses outils. C'est dans cet environnement apparemment sécurisé que grandit Manon, sous l'œil attentif de ses parents et des voisins bienveillants. Les Beaumont entretiennent de bonnes relations avec leurs voisins immédiats. À droite de leur propriété vit Marcel Girard, un retraité de 68 ans, ancien employé de la mairie d'Annecy, veuf depuis 3 ans. Cet homme affable, toujours prêt à rendre service, a pris l'habitude de discuter par-dessus la clôture avec Olivier lors de ses travaux de jardinage. À gauche réside la famille Dubost, Jean-Claude, employé à la préfecture, sa femme Martine, aide-soignante, et leurs 2 fils adolescents, Kevin et Julien. La sœur de Claire, Sophie Leclerc, habite également Annecy, dans le quartier de Novelle. Cette femme de 37 ans, célibataire et sans enfant, travaille comme infirmière à l'hôpital d'Annecy. Elle entretient une relation très proche avec sa sœur et sa nièce, qu'elle garde régulièrement le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires. Sophie, de nature protectrice et quelque peu possessive, voue une affection particulière à Manon, qu'elle considère un peu comme la fille qu'elle n'a jamais eue. En juillet 1999, la région connaît un été particulièrement chaud et sec. Les températures dépassent régulièrement les 30 degrés, incitant les habitants à chercher la fraîcheur près du lac ou dans l'ombre de leur jardin. Pour Manon, ces vacances d'été représentent une période de liberté totale, où elle peut passer des heures entières à jouer dehors, inventant des histoires avec ses poupées
ou explorant chaque recoin du jardin familial. Le jeudi 15 juillet 1999 s'annonce comme une journée ordinaire pour la famille Beaumont. Le thermomètre affiche déjà 22 degrés à 8 heures du matin, présageant une nouvelle journée torride. Claire prépare le petit déjeuner dans la cuisine qui donne sur le jardin, tandis qu'Olivier consulte les prévisions météorologiques à la radio. Manon, réveillée depuis une demi-heure, mange ses tartines de confiture en observant par la fenêtre les oiseaux qui picorent les miettes qu'elle a dispersées la veille sur la pelouse. À 9h15, Olivier part pour son travail après avoir embrassé sa femme et sa fille. Il doit se rendre sur un chantier à Seynod pour une intervention de maintenance sur un système de ventilation industrielle. Claire, en congé pour les vacances scolaires, prévoit une matinée tranquille à la maison avant de partir faire les courses au supermarché local, vers 14 heures. Vers 10 heures, Manon sort dans le jardin avec sa poupée préférée, une Barbie aux cheveux blonds qu'elle a reçue pour son 7e anniversaire. Elle installe sa petite table en plastique rose sous le tilleul et commence à jouer à la dinette avec ses autres poupées. Claire la surveille d'un œil depuis la cuisine, où elle range la vaisselle du petit déjeuner. Le jardin étant entièrement clos et visible depuis les fenêtres de la maison, cette surveillance discrète fait partie de la routine familiale. À 11h30, Marcel Girard passe la tête par-dessus la haie mitoyenne pour saluer sa jeune voisine. Il la voit jouer paisiblement sous l'arbre et échange quelques mots avec elle à propos de ses poupées. Marcel remarque que Manon semble particulièrement concentrée sur son jeu, arrangeant méticuleusement les cheveux de sa Barbie. Cette conversation anodine sera l'un des derniers témoignages visuels de la fillette. Vers midi, Claire appelle Manon pour le déjeuner. N'obtenant pas de réponse immédiate, elle se dirige vers la fenêtre de la cuisine et aperçoit sa fille toujours installée sous le tilleul. « Manon, à table !» crie-t-elle depuis la fenêtre ouverte. La fillette lève la main pour signifier qu'elle a entendu et commence à rassembler ses jouets. Claire retourne alors dans la cuisine pour finaliser la préparation du repas. Des pâtes au gruyère, le plat préféré de sa fille. 5 minutes plus tard, ne voyant toujours pas Manon arriver, Claire sort sur le perron et l'appelle à nouveau. Silence total. Elle se dirige vers le tilleul et découvre avec stupéfaction que l'enfant a disparu. Ses jouets sont éparpillés sur l'herbe, comme abandonnés précipitamment. La petite table rose est renversée et la Barbie gît dans l'herbe, ses cheveux emmêlés. Le cœur de Claire se met à battre violemment. Elle fouille immédiatement le jardin, appelant Manon de toutes ses forces. Elle vérifie l'abri de jardin, regarde derrière chaque buisson, explore le moindre recoin où sa fille pourrait se cacher. Rien. Le portail côté rue est fermé à clé, comme toujours. La clôture fait 1,70 m de hauteur, trop élevée pour qu'une fillette de 7 ans puisse l'escalader seule. À 12h45, après 20 minutes de recherche frénétique, Claire téléphone à son mari depuis le poste fixe de la cuisine. Olivier, en pleine intervention technique, décroche son téléphone portable avec agacement, pensant à un appel de routine. « Olivier, Manon a disparu. Je ne la trouve nulle part dans le jardin !» hurle Claire d'une voix brisée par l'angoisse. Les mots atteignent Olivier comme un coup de massue. Il abandonne immédiatement son travail et fonce vers sa voiture, expliquant brièvement la situation à son chef d'équipe. Pendant les 15 minutes que met Olivier pour rentrer chez lui, Claire continue ses recherches. Elle sonne chez les voisins, interroge Marcel Girard, qui confirme avoir vu Manon vers 11h30, parfaitement tranquille sous son arbre. Les voisins de gauche, les Dubost, ne sont pas présents, partis en excursion familiale pour la journée. Claire parcourt les rues du quartier en criant le nom de sa fille, questionnant les rares passants qu'elle croise. Olivier arrive à 13h précises, le visage livide. Il trouve sa femme dans un état de panique totale, assise sur les marches du perron, le téléphone à la main. Ensemble, ils refouillent minutieusement le jardin, puis la maison de la cave au grenier. Olivier examine la clôture centimètre par centimètre, cherchant un passage, une brèche, n'importe quoi qui pourrait expliquer la disparition de leur fille. À 13h15, après avoir épuisé toutes les possibilités rationnelles, Olivier compose le numéro de la gendarmerie d'Annecy.
L'adjudant de service, habitué au signalement d'enfants temporairement égarés, prend note de l'appel avec un professionnalisme teinté de routine. Cependant, quand Olivier précise que sa fille de 7 ans a disparu d'un jardin entièrement clos en moins de 15 minutes, le ton de son interlocuteur change radicalement. L'adjudant-chef, Laurent Morel, 42 ans, enquêteur expérimenté de la brigade de recherche d'Annecy, arrive sur les lieux à 14 heures, accompagné de 2 gendarmes. C'est un homme de terrain, méticuleux et respecté par ses collègues, qui a déjà traité plusieurs affaires de disparition d'enfants dans la région. Il interroge immédiatement les parents, prenant note de chaque détail, de chaque horaire, de chaque élément susceptible d'éclairer cette mystérieuse disparition. Les premières constatations de Morel sont troublantes. Le jardin ne présente aucun signe d'effraction, aucune trace de lutte. Les jouets de Manon sont éparpillés de manière étrange, comme si elle avait été interrompue brutalement dans son jeu, mais sans violence apparente. Plus inquiétant encore, aucun cri n'a été entendu par les voisins, alors que les propriétés sont proches les unes des autres et que les fenêtres étaient ouvertes à cause de la chaleur. Dès 15 heures, un périmètre de sécurité est établi et les recherches s'intensifient. Une équipe cynophile de Chambéry est dépêchée sur place, mais les chiens perdent la piste de Manon au niveau du portail d'entrée, comme si elle avait tout simplement cessé d'exister à cet endroit précis. Cette disparition en plein jour, dans un environnement sécurisé, défie toute logique et marque le début d'une enquête qui va bouleverser la tranquille commune d'Annecy. Les premières semaines qui suivent la disparition de Manon transforment radicalement la vie de la famille Beaumont et de tout le quartier des Marquisats. Les recherches mobilisent des moyens considérables. Gendarmes, pompiers, bénévoles de la protection civile, habitants du quartier. Chaque bosquet, chaque cours d'eau, chaque bâtiment abandonné dans un rayon de 20 km est méthodiquement fouillé. Les médias locaux s'emparent de l'affaire, diffusant la photo de Manon et l'appel à témoins lancé par ses parents. Olivier arrête de travailler pendant 3 semaines, incapable de se concentrer sur autre chose que la recherche de sa fille. Il arpente les rues d'Annecy de l'aube au crépuscule, interrogeant les passants, collant des affiches sur tous les supports disponibles. Claire, elle, sombre dans un état de prostration inquiétant. Elle refuse de quitter la maison, persuadée que Manon va revenir et qu'elle doit être là pour l'accueillir. Elle passe ses journées assise près de la fenêtre de la cuisine, scrutant le jardin où sa fille a disparu. Sophie Leclerc, la sœur de Claire, s'installe temporairement chez les Beaumont pour soutenir sa sœur. Infirmière expérimentée, elle reconnaît immédiatement les signes d'une dépression naissante chez Claire. Sophie organise les repas, gère les coups de téléphone incessants des journalistes et des curieux, filtre les visites. Son dévouement impressionne les enquêteurs, qui notent sa présence constante et son attachement viscéral à la famille. L'enquête révèle rapidement que Manon n'avait aucune raison de fuguer. Enfant épanoui, bonne élève, elle n'avait jamais manifesté le moindre trouble comportemental. Les témoignages unanimes la décrivent comme une fillette joyeuse, proche de ses parents, sans conflit familial apparent. Cette absence de motivation rend la thèse de la fugue totalement improbable. Les investigations se concentrent alors sur l'hypothèse d'un enlèvement. Tous les délinquants sexuels fichés de la région sont interrogés et leurs alibis vérifiés. Les employés des services municipaux, les livreurs, tous ceux qui avaient des raisons légitimes de circuler dans le quartier ce jour-là font l'objet d'une enquête approfondie. Aucune piste ne débouche sur un élément concret. Marcel Girard, le voisin retraité, devient malgré lui un témoin clé. Son témoignage est crucial, car il est la dernière personne à avoir vu Manon vivante. Les enquêteurs l'interrogent à plusieurs reprises, analysent ses déclarations mot par mot. Marcel, homme simple et franc, répète inlassablement la même version. Il a vu la fillette jouer paisiblement vers 11h30. Elle lui a souri et agité la main. Rien ne laissait présager le drame qui allait suivre. Au bout de 2 mois, malgré l'acharnement des enquêteurs et l'émotion considérable suscitée par cette disparition, l'affaire stagne. Aucun témoin fiable ne s'est manifesté, aucune demande de rançon n'est parvenue aux parents,
Aucun indice tangible n'a été découvert. L'adjudant-chef Morel, pourtant réputé pour sa ténacité, doit se rendre à l'évidence. Sans éléments nouveaux, l'enquête piétine. La rentrée scolaire de septembre 1999 constitue une épreuve supplémentaire pour Claire. Elle reprend son travail à l'école primaire, mais la vue des enfants de l'âge de Manon lui est insupportable. Ses collègues tentent de la soutenir, mais leur compassion, si sincère soit-elle, ravive constamment sa douleur. Claire demande finalement une mutation dans un établissement administratif pour ne plus être confrontée quotidiennement au rappel de sa perte. Olivier, lui, retourne au travail par nécessité financière, mais son comportement change radicalement. Cet homme jadis sociable devient taciturne, évite les conversations personnelles, se concentre exclusivement sur ses tâches techniques. Ses collègues remarquent qu'il refuse systématiquement les invitations, décline tous les événements sociaux. Sa vie se résume désormais au travail et aux recherches privées qu'il continue à mener le soir et les week-ends. Le couple traverse une crise conjugale profonde. La douleur, au lieu de les rapprocher, creuse un fossé entre eux. Claire reproche inconsciemment à Olivier de ne pas avoir été présent ce jour-là, tandis qu'Olivier supporte mal l'état dépressif de sa femme qu'il juge parfois excessif. Leurs rares conversations tournent uniquement autour de Manon, créant une atmosphère pesante qui empoisonne leur quotidien. 2 années s'écoulent ainsi, marquées par l'espoir qui s'amenuise progressivement. Les appels de témoins se raréfient. Les fausses pistes s'épuisent une à une. En 2001, l'affaire fait l'objet d'un reportage télévisé dans l'émission Témoin numéro 1 sur France 2, ravivant momentanément l'attention médiatique. Plusieurs dizaines d'appels affluent au standard, mais aucun n'apporte d'informations exploitables. En 2003, 4 ans après la disparition, Claire accepte finalement de suivre une thérapie psychologique. Le psychiatre qui la suit diagnostique un trouble de stress post-traumatique complexe. Claire développe une agoraphobie qui la pousse à éviter tous les lieux publics où elle pourrait croiser des enfants. Elle ne supporte plus les centres commerciaux, les parcs, les écoles. Son univers se réduit progressivement à sa maison et aux quelques trajets indispensables. Sophie Leclerc devient une présence de plus en plus importante dans la vie du couple. Elle rend visite à sa sœur plusieurs fois par semaine, l'accompagne dans ses rares sorties, gère une partie des tâches ménagères que Claire n'arrive plus à assumer. Cette sollicitude constante impressionne l'entourage, mais crée aussi une dépendance émotionnelle croissante. Claire ne prend plus aucune décision importante sans consulter sa sœur. En 2004, 5 ans après les faits, l'enquête officielle est classée sans suite, faute d'éléments nouveaux. Cette décision administrative, bien que prévisible, constitue un nouveau traumatisme pour les parents. Olivier refuse d'accepter ce classement et engage un détective privé, Jean-Marie Ferrand, ancien gendarme reconverti dans les enquêtes civiles. Cette démarche coûte au couple près de 8 000 €, économie péniblement constituée, mais ne débouche sur aucun résultat probant. Le détective Ferrand réexamine méticuleusement tous les éléments du dossier, reprend les interrogatoires des témoins, analyse les témoignages sous un angle nouveau. Il émet l'hypothèse que Manon a pu être victime d'un proche, quelqu'un de suffisamment familier pour qu'elle le suive sans résistance. Cette piste, déjà explorée par les gendarmes, est approfondie sans succès. Tous les proches de la famille ont des alibis solides pour la période critique du 15 juillet 1999. Le samedi 8 avril 2006, soit près de 7 ans après la disparition de Manon, Olivier Beaumont entreprend des travaux de réaménagement de son jardin. L'hiver particulièrement rigoureux de 2005-2006 a endommagé plusieurs arbustes qu'il souhaite remplacer. Le tilleul centenaire, témoin silencieux du drame, a perdu une grosse branche lors d'une tempête en février, créant un espace dégagé que Claire souhaite transformer en roseraie. Olivier, maintenant âgé de 41 ans, a physiquement vieilli de manière prématurée. Ses cheveux ont grisonné, son visage porte les stigmates de 7 années d'angoisse et d'insomnie. Il travaille seul dans le jardin, Claire ayant développé une aversion profonde pour cet espace qu'elle associe à sa tragédie personnelle. Elle observe de loin depuis la fenêtre de la cuisine,
incapable de s'approcher de l'endroit où sa fille a disparu. Vers 15 heures, Olivier creuse un trou pour planter un nouveau rosier à l'emplacement exact où Manon avait l'habitude d'installer sa petite table de jeu. À 50 centimètres de profondeur, sa bêche heurte un objet dur. Pensant d'abord à une pierre ou à une racine, il dégage la terre avec ses mains et découvre avec stupéfaction un sac plastique soigneusement enveloppé et maintenu étanche par du ruban adhésif. Le cœur d'Olivier s'emballe immédiatement. Ses mains tremblent tandis qu'il extrait délicatement le paquet de la terre humide. Le sac plastique de type congélation a parfaitement résisté aux intempéries. À travers la paroi transparente, Olivier distingue un objet familier qui lui glace le sang, une poupée aux cheveux blonds, identique à la Barbie préférée de Manon. Sans ouvrir le sac, Olivier se précipite vers la maison et appelle immédiatement Claire. « J'ai trouvé quelque chose dans le jardin », dit-il simplement, conscient que ces mots vont bouleverser l'équilibre fragile que sa femme a mis des années à construire. Claire descend, le visage livide, et reconnaît instantanément la poupée à travers le plastique. C'est exactement le même modèle, dans le même état que celui avec lequel jouait Manon le jour de sa disparition. Olivier téléphone immédiatement à l'adjudant-chef Morel, désormais responsable de la brigade territoriale d'Annecy. Bien que l'enquête soit officiellement classée, Morel accepte de se déplacer dans l'heure. Il arrive accompagné d'un technicien en identification criminelle, conscient que cette découverte pourrait relancer totalement l'affaire. L'examen du sac révèle qu'il contient non seulement la poupée, mais aussi un petit morceau de papier plié à l'intérieur du corps de la Barbie. Pour accéder au message, il faut dévisser la tête de la poupée, opération délicate réalisée dans les locaux de la gendarmerie en présence des parents. L'expertise révèle que le papier, de type ordinaire, porte un message manuscrit rédigé au stylo bile bleu. Elle est en sécurité avec quelqu'un qui l'aime vraiment. Ne cherchez plus. Cette phrase, écrite d'une main ferme et régulière, bouleverse l'enquête. L'analyse graphologique révèle que l'auteur est probablement une femme, âgée de 30 à 50 ans, ayant reçu une éducation soignée. Plus troublant encore, l'expertise révèle que l'encre du stylo date d'environ 7 ans, soit précisément de la période de la disparition de Manon. La découverte de la poupée enterrée relance officiellement l'enquête. L'adjudant-chef Morel constitue une nouvelle équipe d'investigation, conscient que cette pièce à conviction peut enfin révéler la vérité sur la disparition de Manon. L'analyse du message manuscrit devient la priorité absolue. Les experts en graphologie de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale de Lyon sont sollicités pour une expertise approfondie. Le profil révélé par l'analyse graphologique est précis et inquiétant. L'écriture témoigne d'une personnalité organisée, méthodique, ayant une excellente maîtrise de soi. L'auteur du message ne présente aucun signe de stress ou de précipitation au moment de la rédaction. Plus troublant encore, certaines caractéristiques de l'écriture suggèrent que la personne a une formation dans le domaine médical ou paramédical, habituée à rédiger avec précision et clarté. Olivier et Claire sont à nouveau interrogés longuement. Cette fois, les questions portent spécifiquement sur leur entourage féminin, collègues, amis, voisines, membres de la famille. Chaque femme ayant eu des contacts réguliers avec Manon fait l'objet d'un nouvel examen. Les enquêteurs dressent une liste de 15 personnes correspondant au profil établi. Sophie Leclerc figure naturellement sur cette liste. Son statut d'infirmière, son célibat, son attachement particulier à Manon attirent l'attention des enquêteurs. Lors de son premier interrogatoire depuis la découverte de la poupée, Sophie se montre parfaitement coopérative. Elle fournit spontanément un échantillon de son écriture et accepte que son appartement soit perquisitionné. Son alibi pour le 15 juillet 1999 est vérifié à nouveau. Elle était de service à l'hôpital d'Annecy de 8h à 20h, fait confirmer par les plannings hospitaliers conservés dans les archives. Cependant, les enquêteurs découvrent un élément troublant dans l'emploi du temps de Sophie. Les registres hospitaliers indiquent qu'elle a pris une pause déjeuner exceptionnellement longue ce jour-là, de 11h45 à 14h15, soit 2h30 au lieu de l'heure habituelle.
Interrogée sur ce point, Sophie explique qu'elle avait rendez-vous chez son médecin traitant pour un contrôle de routine. Mais le praticien en question, le docteur Alain Mercier, est décédé en 2003 d'une crise cardiaque. Cette impossibilité de vérifier l'alibi de Sophie pendant la période critique suscite les soupçons. De plus, l'analyse graphologique révèle des similitudes troublantes entre son écriture et celle du message trouvé dans la poupée. Bien que l'expertise ne soit pas formellement concluante, les points de concordance sont suffisamment nombreux pour justifier un approfondissement de l'enquête. Les relations entre Sophie et sa sœur Claire sont également examinées sous un nouveau jour. Les enquêteurs découvrent que Sophie a toujours manifesté une forme de jalousie envers sa sœur. Claire, mariée et mère, incarnait tout ce que Sophie n'avait jamais réussi à obtenir. Plusieurs témoignages concordants révèlent que Sophie exprimait parfois le souhait d'avoir une fille comme Manon et qu'elle regrettait amèrement de ne pas avoir fondé de famille. Marcel Girard, le voisin retraité, est à nouveau interrogé. Cette fois, les enquêteurs s'intéressent à ses observations concernant Sophie Leclerc. Marcel confirme que la sœur de Claire venait très régulièrement chez les Beaumont, parfois plusieurs fois par semaine. Il se souvient notamment qu'elle gardait souvent Manon le mercredi et pendant les vacances scolaires. Plus intéressante encore, Marcel révèle avoir vu Sophie dans le quartier vers midi le 15 juillet 1999, détail qu'il n'avait pas mentionné lors des premiers interrogatoires. Confrontée à ce témoignage, Sophie nie catégoriquement avoir été présente dans le quartier ce jour-là. Elle maintient sa version. Après sa consultation médicale fictive, elle aurait fait des courses au centre commercial Grand Épagny avant de rentrer chez elle. Aucune preuve de ces achats ne peut cependant être produite, les tickets de caisse ayant disparu depuis longtemps. L'enquête révèle également que Sophie possède une clé de la maison des Beaumont depuis 1995. Cette clé lui avait été remise pour garder Manon en l'absence de ses parents. Olivier confirme qu'ils n'ont jamais demandé à Sophie de la restituer, par confiance et par facilité pratique. Cette information cruciale change complètement la donne. Sophie avait la possibilité d'accéder au jardin par la maison sans forcer la clôture ou le portail. Les fouilles dans l'appartement de Sophie, situé dans un immeuble récent du quartier de Novelle, ne révèlent rien d'incriminant. L'appartement de 80 mètres carrés est impeccablement rangé, décoré avec goût, sans aucune trace de présence enfantine actuelle ou passée. Cependant, les enquêteurs découvrent dans une armoire de la chambre plusieurs photos de Manon, bien plus que ne le justifierait une simple affection de tante. Certaines de ces photos ont été prises à l'insu des parents lors de sorties ou d'activités familiales. Plus troublant encore, Sophie conserve dans une boîte en carton plusieurs dessins réalisés par Manon, des mèches de ses cheveux coupés lors de visites chez le coiffeur et même de petits vêtements que la fillette avait portés. Interrogée sur ses souvenirs, Sophie explique que Manon lui donnait spontanément ses dessins et que Claire lui avait offert ses vêtements devenus trop petits. Ces explications, bien que plausibles, révèlent une obsession inquiétante. L'analyse psychologique de Sophie, menée par un expert judiciaire, révèle un profil complexe. Cette femme de 44 ans présente des traits de personnalité narcissique et une forme sublimée d'instinct maternel insatisfait. Son célibat prolongé, son absence d'enfant, son investissement professionnel dans le soin aux autres dessinent le portrait d'une femme en souffrance, susceptible de développer des attachements excessifs. L'expertise psychiatrique conclut que Sophie présente un syndrome de transfert maternel pathologique. Elle aurait reporté sur Manon tous ses désirs de maternité frustrés, développant progressivement une relation fusionnelle avec la fillette. Dans ce contexte psychologique, l'enlèvement pourrait être interprété non comme un acte criminel, mais comme un geste salvateur visant à protéger l'enfant d'un environnement jugé inadéquat. Parallèlement, les enquêteurs explorent la piste d'une complicité possible. Sophie étant de service à l'hôpital pendant une partie de la journée du 15 juillet, elle n'a pas pu agir seule. L'hypothèse d'un complice, quelqu'un qui aurait emmené Manon pendant que Sophie était au travail, avant de la lui confier ultérieurement, est sérieusement envisagée.
L'entourage personnel et professionnel de Sophie fait l'objet d'investigations approfondies. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à ses collègues masculins de l'hôpital, ainsi qu'aux patients qu'elle a pu soigner et qui auraient développé un attachement pour elle. Cette piste révèle l'existence d'un homme, David Fontaine, ancien patient de Sophie en 1998, qui avait manifesté des sentiments amoureux à son égard. David Fontaine, 45 ans, divorcé et père de 2 enfants qu'il ne voit plus, travaille comme chauffeur-livreur pour une entreprise de transport d'Annecy. Hospitalisé en 1998 pour une appendicectomie, il avait été soigné par Sophie dans le service de chirurgie générale. Après sa sortie, il avait tenté à plusieurs reprises de la recontacter, allant jusqu'à se présenter à son domicile. Sophie avait dû porter plainte pour harcèlement, mais avait retiré sa plainte après que David eut cessé ses tentatives d'approche. L'emploi du temps de David Fontaine, le 15 juillet 1999, devient un élément clé de l'enquête. Ce jour-là, il était théoriquement en tournée de livraison dans la région d'Annecy avec un véhicule utilitaire de l'entreprise. Cependant, les bons de livraison révèlent un trou inexpliqué entre 11h et 14h, période pendant laquelle aucune livraison n'a été effectuée. Confronté à cette anomalie, David Fontaine prétend avoir fait une pause déjeuner prolongée au bord du lac d'Annecy. Il affirme avoir dormi dans son véhicule, étant fatigué par sa tournée matinale. Cette version, impossible à vérifier après 7 ans, suscite la méfiance des enquêteurs. De plus, les relevés téléphoniques de l'époque révèlent plusieurs appels entre le portable de David et le domicile de Sophie dans les semaines précédant la disparition de Manon. L'enquête sur David Fontaine révèle un passé personnel chaotique qui renforce les soupçons. Divorcé en 1997 après des violences conjugales avérées, il a perdu le droit de garde de ses 2 enfants, âgés respectivement de 8 et 10 ans, en 1999. Ses ex-épouses et ex-beaux-parents le décrivent comme un homme instable, sujet à des colères imprévisibles, mais également capable de phases de séduction et de manipulation. Cette dualité comportementale correspond parfaitement au profil psychologique d'un complice potentiel dans une affaire d'enlèvement. Les collègues de travail de David confirment qu'il parlait souvent de Sophie Leclerc après son hospitalisation, la décrivant comme la femme idéale et exprimant le regret de ne pas avoir pu la convaincre de lui donner une chance. Plusieurs témoins se souviennent qu'il évoquait son désir de reconstituer une vraie famille et qu'il enviait ouvertement les pères qu'il voyait avec leurs enfants lors de ses tournées de livraison. L'analyse des communications téléphoniques entre Sophie et David révèle un schéma troublant. Les appels, initialement espacés et brefs, deviennent plus fréquents et plus longs à partir de juin 1999. Le dernier échange téléphonique enregistré date du 13 juillet 1999, soit 2 jours avant la disparition de Manon. Cet appel, d'une durée de 23 minutes, est passé depuis le domicile de Sophie vers le portable professionnel de David. Interrogée sur ces communications, Sophie prétend d'abord ne pas se souvenir, puis affirme que David la harcelait à nouveau et qu'elle tentait de le dissuader de continuer. Cette version est contredite par la durée des appels, incompatible avec une situation de harcèlement où la victime chercherait à écourter les conversations. L'expertise technique révèle même que certains appels ont été initiés par Sophie elle-même, invalidant complètement sa version défensive. L'adjudant-chef Morel décide alors d'organiser une confrontation entre Sophie et David en présence de leurs avocats respectifs. Cette procédure, rarement utilisée après tant d'années, vise à déstabiliser les suspects et à révéler d'éventuelles contradictions dans leurs déclarations. La confrontation a lieu le 15 mai 2006 dans les locaux de la gendarmerie d'Annecy, 1 mois exactement après la découverte de la poupée. David Fontaine arrive le premier, accompagné de son avocat commis d'office. C'est un homme de taille moyenne, aux traits marqués par l'alcool et les difficultés de la vie. Ses mains tremblent légèrement, trahissant une nervosité qu'il tente de dissimuler. Quand Sophie entre dans la salle d'interrogatoire, le regard qu'ils échangent ne passe pas inaperçu des enquêteurs.
Un mélange de complicité et de reproches qui suggère une connivence bien plus profonde que ce qu'ils ont avoué. Pendant cette confrontation, les versions des deux suspects se contredisent sur plusieurs points cruciaux. David affirme que Sophie l'avait contacté pour lui proposer de rendre service à sa famille, sans préciser la nature exacte de ce service. Sophie nie catégoriquement avoir jamais sollicité l'aide de David pour quoi que ce soit. Cette contradiction majeure pousse les enquêteurs à approfondir leurs investigations sur la nature exacte de la relation entre les deux suspects. L'expertise psychologique approfondie de David Fontaine révèle un profil inquiétant. Cet homme présente des traits de personnalité antisociale, avec une capacité de manipulation développée et une absence d'empathie authentique. Plus préoccupant encore, l'expert note une fixation pathologique sur la reconstitution d'un foyer familial, qui pourrait l'avoir poussé à des actes irrationnels pour satisfaire ce besoin obsessionnel. Les enquêteurs découvrent également que David possédait, en 1999, une connaissance approfondie du quartier des Marquisats. Sa tournée de livraison l'amenait régulièrement dans ce secteur d'Annecy, et plusieurs témoins se souviennent l'avoir vu stationner près de la maison des Beaumont à diverses occasions. Cette familiarité avec les lieux et les habitudes de la famille renforce l'hypothèse d'une surveillance préalable. L'analyse des bons de livraison de David pour les semaines précédant le 15 juillet révèle un détail troublant. Il avait effectué plusieurs livraisons dans des rues adjacentes à celles des Beaumont, créant des prétextes légitimes pour observer la famille et repérer les habitudes de Manon. Les dates de ces livraisons correspondent aux périodes où Sophie rendait visite à sa sœur, suggérant une coordination entre les deux suspects. Parallèlement, l'enquête financière révèle que Sophie a effectué plusieurs retraits d'espèces importants dans les semaines suivant la disparition de Manon. Ces retraits, d'un montant total de 6 000 francs, environ 900 €, sont inhabituels par rapport à ses habitudes bancaires. Interrogée sur l'utilisation de ces sommes, Sophie évoque des dépenses personnelles qu'elle refuse de détailler davantage. David Fontaine présente également des mouvements financiers suspects pour la même période. Bien que ses revenus soient modestes, il a réglé comptant l'achat d'un véhicule d'occasion en août 1999, soit un mois après la disparition. Le vendeur se souvient que David avait payé en espèces, ce qui avait attiré son attention car les acheteurs utilisent habituellement un financement pour ce type d'acquisition. Ces éléments financiers suggèrent l'existence d'un plan préparé de longue date, nécessitant des moyens matériels pour sa mise en œuvre. L'hypothèse d'un enlèvement suivi d'une séquestration dans un lieu sécurisé, nécessitant des aménagements et des approvisionnements, devient de plus en plus plausible. L'enquête de voisinage approfondie dans l'entourage de David Fontaine révèle qu'il loue, depuis 1998, un garage isolé dans la zone industrielle d'Annecy-le-Vieux. Ce garage, situé dans un secteur peu fréquenté, pourrait avoir servi de lieu de séquestration temporaire. La perquisition de ce local, effectuée en juin 2006, ne révèle aucune trace physique probante, mais les experts relèvent des indices troublants. L'analyse des lieux révèle que le garage a fait l'objet d'un nettoyage intensif à la javel en juillet 1999, fait confirmer par les relevés de consommation d'eau du compteur. De plus, des traces d'aménagement temporaire sont visibles. Fixation au sol, suggérant l'installation d'une cloison amovible, modification du système électrique pour ajouter un éclairage supplémentaire. Ces éléments, bien qu'indirects, sont compatibles avec l'hypothèse d'une séquestration. L'investigation révèle également que David avait acheté, dans les semaines précédant la disparition, plusieurs articles inhabituels pour un célibataire. Nourriture pour enfants, vêtements de fillettes, jouets éducatifs. Ces achats, effectués dans différents magasins d'Annecy pour éviter d'attirer l'attention, témoignent d'une préparation minutieuse. Les vendeurs interrogés se souviennent de cet homme seul achetant des articles pour enfants, ce qui avait parfois suscité leur curiosité. Sophie Leclerc fait également l'objet d'une surveillance discrète de ses communications et déplacements. Cette surveillance révèle qu'elle effectue depuis plusieurs années
Des voyages réguliers vers la région de Grenoble, officiellement pour rendre visite à une amie d'enfance. Cependant, les vérifications révèlent que cette amie prétendue n'existe pas aux adresses indiquées par Sophie. L'enquête sur ces déplacements mystérieux mène les enquêteurs vers un petit village de l'Isère, Visil, où Sophie loue sous un faux nom une maison isolée depuis septembre 1999. Cette location, payée en espèces avec plusieurs mois d'avance, correspond exactement au retrait bancaire suspect effectués après la disparition de Manon. La découverte de cette cache secrète constitue un tournant majeur dans l'enquête. La maison de Visil, située dans un hameau reculé, offre toutes les conditions pour une séquestration de longue durée. Isolement géographique, absence de voisinage immédiat, accès discret par des chemins ruraux peu fréquentés. Plus troublant encore, les enquêteurs découvrent que cette propriété dispose d'une cave aménagée, éclairée et chauffée, qui pourrait avoir servi de lieu de détention. L'analyse technique de cette cave révèle des traces d'occupation récentes. Résidus alimentaires, cheveux compatibles avec ceux d'un enfant, fragments de tissu provenant de vêtements pour fillettes. Bien que ces éléments ne permettent pas une identification formelle, ils renforcent considérablement les soupçons pesant sur Sophie et David. Les relevés téléphoniques révèlent que Sophie a effectué de nombreux appels depuis la région de Visil vers le portable de David, confirmant leur contact régulier pendant toute la période suivant la disparition. Ces communications, toujours brèves et à heure fixe, suggèrent un protocole établi pour coordonner leurs actions sans attirer l'attention. L'enquête de voisinage à Visil révèle que Sophie se faisait passer pour une mère célibataire en convalescence avec sa fille. Les rares témoins qui l'ont aperçue décrivent effectivement la présence sporadique d'une fillette aux cheveux châtains, toujours en retrait et silencieuse. Cette description correspond parfaitement au signalement de Manon, renforçant l'hypothèse que l'enfant a survécu à son enlèvement et a été séquestré pendant plusieurs années. Les preuves s'accumulent inexorablement contre Sophie et David, mais il manque encore l'élément décisif qui permettrait de reconstituer précisément le déroulement des faits et surtout de localiser Manon si elle est encore en vie. L'enquête entre dans sa phase la plus délicate, car les suspects, conscients de l'étau qui se resserre, risque de faire disparaître les dernières preuves ou, pire encore, de s'en prendre à l'enfant si elle est toujours détenue quelque part. Le 18 juin 2006, 2 mois après la découverte de la poupée, l'adjudant-chef Morel prend une décision risquée mais nécessaire. Organiser une perquisition simultanée chez Sophie Leclerc et dans la maison de Visil, tout en plaçant David Fontaine en garde à vue. Cette opération coordonnée vise à empêcher toute communication entre les suspects et à maximiser les chances de découvrir des preuves décisives. À 6 heures du matin, Sophie est interpellée à son domicile d'Annecy pendant qu'une équipe de gendarmes de Grenoble investit la maison de Visil. David Fontaine est arrêté sur son lieu de travail au moment où il prend son service. Cette synchronisation parfaite empêche tout contact entre les complices présumés. La perquisition approfondie de l'appartement de Sophie révèle des éléments accablants soigneusement dissimulés. Dans un double fond de son armoire, les enquêteurs découvrent un carnet manuscrit dans lequel Sophie a consigné, jour après jour, l'évolution de ce qu'elle appelle le projet de sauvetage de Manon. Ce document, rédigé de sa propre main, constitue les aveux complets de son implication dans l'enlèvement. Le carnet révèle que Sophie avait planifié l'enlèvement de Manon depuis plusieurs mois, convaincue que sa sœur Claire était une mère défaillante et qu'elle-même pourrait offrir un meilleur environnement à la fillette. Dans son délire, Sophie s'était persuadée qu'elle sauvait Manon d'une famille dysfonctionnelle et qu'elle lui offrait l'amour maternel qu'elle méritait vraiment. Les écrits révèlent également le rôle exact de David Fontaine dans cette tragédie. Sophie l'avait manipulé en lui promettant qu'ils formeraient ensemble une vraie famille avec Manon. Elle avait exploité sa solitude et son désir désespéré de paternité pour en faire son complice. David, aveuglé par ses sentiments pour Sophie et son obsession de reconstituer un foyer, avait accepté de participer à ce qu'il croyait être un sauvetage de l'enfant.
Le plan, tel qu'il est décrit dans le carnet, révèle une organisation méticuleuse et terrifiante. Le 15 juillet 1999, Sophie avait quitté l'hôpital pendant sa pause déjeuner prolongée, prétextant un rendez-vous médical fictif. Elle s'était rendue chez sa sœur en utilisant sa clé, avait attendu que Claire soit occupée dans la cuisine, puis avait appelé Manon depuis le jardin. La fillette, habituée à obéir à sa tante adorée, l'avait suivie sans méfiance. Sophie avait ensuite emmené Manon dans sa voiture, garée dans une rue adjacente, avant de rejoindre David au point de rendez-vous convenu près du lac d'Annecy. Ensemble, ils avaient conduit l'enfant vers la maison de Visil, Sophie expliquant à Manon qu'il s'agissait d'un jeu surprise pour ses parents et qu'elle devait garder le secret quelques jours. La suite du récit, consigné dans ce carnet troublant, révèle comment Sophie avait maintenu Manon en captivité pendant près de 2 ans. Elle visitait régulièrement la maison de Visil, apportant nourriture, vêtements et jouets, jouant le rôle de la mère aimante qu'elle avait toujours rêvé d'être. David, lui, assurait la surveillance quotidienne et l'entretien de la maison, convaincu qu'il protégeait l'enfant. Mais le carnet révèle aussi comment cette situation apparemment stable a basculé dans l'horreur. En mars 2001, Manon, alors âgée de 9 ans, avait commencé à exprimer le désir de retrouver ses vrais parents. Elle refusait de plus en plus de jouer le jeu imposé par Sophie et manifestait des signes de rébellion inquiétants. La fillette, grandie et plus consciente de sa situation, menaçait de crier pour appeler au secours lors des rares passages de promeneurs près de la maison. Face à cette résistance croissante, Sophie avait pris une décision dramatique. Le 15 mars 2001, exactement 2 ans et 8 mois après l'enlèvement, elle avait empoisonné Manon avec une dose massive de sédatifs dérobés à l'hôpital. Dans son esprit perturbé, si elle ne pouvait pas garder Manon vivante, personne d'autre ne devait la voir. Le carnet décrit avec une froideur glaçante comment Sophie avait ensuite enterré le corps de Manon dans le petit cimetière du village de Visil, profitant de ses connaissances médicales pour faire disparaître toute trace de l'empoisonnement. Elle avait choisi une concession abandonnée, creusant discrètement une fosse à côté d'une tombe centenaire dont personne ne s'occupait plus. David Fontaine, horrifié par ce meurtre qu'il n'avait pas anticipé, avait rompu tout contact avec Sophie après la mort de Manon. Mais Sophie le tenait par leur complicité passée, et il n'avait jamais osé dénoncer le crime par peur des conséquences judiciaires pour lui-même. La découverte de ce carnet bouleverse totalement l'enquête. L'adjudant-chef Morel organise immédiatement une fouille du cimetière de Visil avec l'aide d'experts en anthropologie judiciaire. Le 20 juin 2006, après 2 jours de recherche minutieuse, les restes de Manon Beaumont sont enfin retrouvés dans la concession abandonnée, exactement à l'endroit décrit par Sophie dans son carnet. L'identification formelle est réalisée grâce au dossier dentaire de Manon conservé par son dentiste d'Annecy. L'autopsie confirme le décès par empoisonnement au barbiturique, validant intégralement la version consignée dans le carnet de Sophie. Après 7 années d'angoisse et d'incertitude, les parents ont enfin une réponse à leurs questions, aussi terrible soit-elle. L'annonce de la découverte du corps de Manon et de l'arrestation des suspects provoque un choc considérable à Annecy et dans toute la région. Les médias nationaux s'emparent de cette affaire qui révèle la face sombre des relations familiales et la capacité de manipulation de personnes apparemment irréprochables. Olivier et Claire Beaumont sont informés officiellement de la mort de leur fille le 21 juin 2006 dans les locaux de la gendarmerie d'Annecy. Claire s'effondre littéralement en apprenant la nouvelle, nécessitant une hospitalisation d'urgence pour choc émotionnel sévère. Olivier, lui, reste étrangement silencieux, comme anesthésié par cette révélation qu'il redoutait depuis des années tout en l'espérant pour enfin connaître la vérité. La révélation du rôle de Sophie dans l'enlèvement et le meurtre de Manon constitue un traumatisme supplémentaire pour Claire. Apprendre que sa propre sœur, en qui elle avait une confiance absolue, était responsable de la tragédie familiale, brise définitivement quelque chose en elle. Cette trahison ultime de la personne la plus proche détruit les derniers repères psychologiques de Claire.
Sophie Leclerc et David Fontaine sont mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat d'une mineure de 15 ans. L'instruction révèle l'étendue de leur manipulation réciproque et la progression dramatique de leur plan initial. Sophie, confrontée aux preuves accablantes de son carnet, finit par avouer intégralement les faits, mais sans manifester le moindre remords. Elle persiste à présenter ses actes comme un geste d'amour destiné à sauver Manon. David Fontaine, lui, s'effondre psychologiquement lors de sa mise en examen. Il reconnaît sa participation à l'enlèvement, mais jure qu'il ignorait les intentions meurtrières de Sophie. Son avocat plaide la manipulation psychologique et l'emprise exercée par une femme qui avait su exploiter sa détresse affective. Les experts psychiatriques confirment que David présente effectivement des traits de personnalité qui le rendaient particulièrement vulnérable à ce type de manipulation. Le procès, qui se déroule en 2008 devant la cour d'assises de la Haute-Savoie, passionne l'opinion publique. Sophie Leclerc est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. David Fontaine écope de 20 ans de réclusion criminelle. La Cour, retenant les circonstances atténuantes liées à sa manipulation par Sophie. Pendant toute la durée du procès, Sophie ne manifeste aucun remords et persiste à justifier ses actes. Elle déclare même aux jurés qu'elle referait exactement la même chose si c'était à recommencer, car elle était convaincue d'avoir agi dans l'intérêt supérieur de Manon. Cette absence totale d'empathie et de conscience morale choque profondément l'assistance et confirme le diagnostic de perversion narcissique établi par les experts. La question de la poupée enterrée dans le jardin, élément déclencheur de toute cette enquête, trouve également sa réponse. Sophie avoue l'avoir enterrée en avril 2001, un mois après la mort de Manon, lors d'une visite à sa sœur. Dans son esprit perturbé, ce message cryptique était destiné à donner un semblant de closure aux parents tout en préservant son secret. Elle pensait que cette preuve, factice, ferait croire à un enlèvement par un inconnu et détournerait définitivement les soupçons d'elle. L'ironie tragique veut que ce soit précisément cette poupée, destinée à égarer l'enquête, qui ait permis de révéler la vérité 7 ans plus tard. Si Olivier n'avait pas entrepris ses travaux de jardinage en avril 2006, si sa bêche n'avait pas heurté ce sac plastique à cet endroit précis, Sophie et David auraient probablement emporté leur secret dans la tombe. Les funérailles de Manon Beaumont ont finalement lieu le 15 juillet 2006, exactement 7 ans jour pour jour, après sa disparition. Cette coïncidence temporelle, voulue par ses parents, marque symboliquement la fin d'une attente insoutenable et le début d'un deuil enfin possible. Toute la commune d'Annecy se mobilise pour rendre hommage à cette fillette dont la disparition avait marqué les esprits. Claire Beaumont ne se remettra jamais complètement de cette double tragédie, la perte de sa fille et la trahison de sa sœur. Elle sombre dans une dépression profonde qui nécessite plusieurs années de traitement psychiatrique. Son mariage avec Olivier ne survit pas à cette épreuve supplémentaire. Ils divorcent en 2009. Incapables de surmonter ensemble le poids de cette tragédie. Olivier, lui, quitte définitivement Annecy après le procès. Il ne supporte plus de vivre dans cette ville où chaque rue, chaque lieu lui rappelle sa fille disparue. Il s'installe en région parisienne, change de métier, tente de reconstruire sa vie loin de tous ses souvenirs douloureux. Il garde précieusement la poupée retrouvée dans son jardin, dernière trace tangible de l'enquête qui a révélé la vérité sur le sort de Manon. La maison familiale des Beaumont est vendue en 2007. Les nouveaux propriétaires, conscients de l'histoire tragique des lieux, font entièrement réaménager le jardin. Le tilleul centenaire, témoin silencieux du drame, est abattu à la demande d'Olivier, qui ne supportait plus l'idée que cet arbre continue à grandir alors que sa fille ne grandirait jamais. Cette affaire a profondément marqué la commune d'Annecy et transformé la perception que les habitants avaient de leur ville tranquille. Elle a révélé que les tragédies les plus terribles peuvent se cacher derrière les façades les plus respectables et que la confiance accordée aux proches peut parfois être la plus dangereuse des naïvetés. L'enquête de l'adjudant-chef Morel est aujourd'hui étudiée dans les écoles de gendarmerie,
comme un exemple parfait de persévérance investigative. Elle démontre que même après des années d'échecs apparents, un élément nouveau peut relancer totalement une affaire et révéler une vérité que personne n'imaginait. Morel prendra sa retraite en 2010, marquée à vie par cette enquête qui aura révélé les abysses de la nature humaine. Cette affaire nous montre comment les liens familiaux les plus forts peuvent dissimuler les manipulations les plus terribles, et comment une obsession maternelle frustrée peut conduire aux actes les plus impensables. La confiance aveugle accordée à Sophie Leclerc par sa propre sœur a permis un crime que rien ne laissait présager. Qu'avez-vous pensé de cette histoire tragique? Aviez-vous soupçonné Sophie dès les premiers indices? Ou la révélation vous a-t-elle surpris? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par ce récit glaçant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Mettez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles réelles. Car parfois, la réalité dépasse la fiction et les monstres se cachent là où on les attend le moins.